Donc je vous remercie d'être là pour m'écouter. Je remercie évidemment les organisatrices de me permettre de parler devant vous. Pour cette communication, je vais me baser sur les résultats de ma thèse de sociologie que j'ai terminée il y a 2 ans et publiée récemment et qui était consacrée au jardin partagé, donc une modalité particulière du jardinage urbain collectif. Je pense qu'on a déjà beaucoup défini ce matin ce qu'étaient les jardins partagés, donc je ne vais pas forcément y revenir. Et donc mon terrain était en Île-de-France, donc Paris et banlieue limitrophes, principalement en Seine-Saint-Denis. Je vais commencer par vous présenter un petit peu quelle était ma méthodologie de recherche, les grandes conclusions de ma thèse, et j'en viendrai à mon propos d'aujourd'hui, qui est comment les enjeux alimentaires et environnementaux vont participer à créer des situations d'entre-soi social dans les jardins partagés. Donc je vais préciser un petit peu ça. Donc les jardins partagés, on l'a déjà dit, ils sont très différents des jardins familiaux, avec lesquels pourtant, dans le sens commun, ils sont assez souvent confondus. Moi, quand je présente mon travail, en général, les gens ont une assez claire représentation de ce qu'est un jardin familial, mais pas de ce qu'est un jardin partagé. Je pourrais y revenir. Donc on l'a dit, la culture dans les jardins partagés est principalement collective, et pas forcément alimentaire, même si on va voir qu'il y a une culture de petits produits alimentaires, mais en tout cas le jardin partagé n'apparaît pas comme un jardin fait pour produire une production alimentaire. La gestion est assurée par des associations locales qui sont organisées en réseaux régionaux et nationaux, et c'est des jardins qui véritablement communiquent entre eux, beaucoup plus que les jardins ouvriers familiaux. La fonction de réseau fonctionne beaucoup mieux pour ce qui est jardin partagé. Et les surfaces et les emplacements sont extrêmement diversifiés, puisqu'on peut en avoir, on le disait ce matin, sur des toits, en bord de route, dans tout un tas d'espaces qu'on va pouvoir appeler des interstices urbains, dans la mesure où on dit que ce sont des espaces vacants ou des espaces qui n'ont pas d'usage. En réalité, en général, en urbanisme, tout a un usage, donc on pourra y revenir, mais voilà, c'est souvent des jardins qui vont remplacer un usage et donner un usage un petit peu institutionnel à un lieu qui n'en avait pas. Et les membres des jardins partagés sont très majoritairement des femmes, plus de 90% dans mon enquête. Donc je vais employer le terme de jardinière pour la suite de ma présentation plutôt que jardinier, étant donné que très 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 majoritairement ce sont des femmes, voire parfois dans la totalité. Donc en ce qui concerne ma méthodologie, j'ai mené une enquête pendant environ 2 ans par observation participante. Donc j'ai été jardinière dans de nombreux jardins. Par questionnaire aussi et par entretien semi-directif. J'ai travaillé, comme je l'ai dit, à Paris et en banlieue limitrophe, donc dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis. Et j'ai essayé toujours de comparer des quartiers et des contextes sociaux qui étaient variés. Alors malgré tout, on reste quand même dans le territoire francilien, qui est soumis à tout un tas de processus de changement social rapide, surtout à Paris et en proche banlieue, en termes d'embourgeoisement ou de gentrification. Donc bien évidemment, c'est un contexte social qu'il faut avoir en tête par rapport à mes résultats, qui pourraient ne pas forcément être les mêmes dans une autre région où il y aurait beaucoup de jardins, par exemple autour de Lille. Donc le résultat principal qui était au cœur de mon travail de thèse, c'était le constat d'une situation d'entre-soi. Alors quand on parle d'entre-soi, on veut dire que ça respecte 2 critères. Déjà que c'est un groupe qui est très homogène. Alors ça peut être sur tout un tas de critères, ça peut être un groupe homogène en termes de genre, on peut penser par exemple aux grands groupes dans les grandes banques, en général ce sont des groupes masculins, voilà, c'est un entre-soi. Ça peut être des groupes qui sont homogènes en termes d'âge, en termes de niveau de diplôme, de pratiques professionnelles, etc. Dans mon cas, c'est un entre-soi social, ce qui finalement est le cas le plus fréquent quand on parle d'entre-soi, puisque bien évidemment on est invité à fréquenter des gens qui nous ressemblent socialement, donc c'est un peu un attendu en sociologie de constater des entre-soi, d'autant plus dans des groupes qui sont composés sur la base du volontariat. Donc mes collectifs de jardinières correspondent exactement à cette définition, puisque je l'ai dit, ce sont des femmes, très majoritairement, cinquantenaires ou plus, blanches, très diplômées. Elles font en général partie de la catégorie des cadres et des professions intellectuelles, ce qui ne veut pas toujours dire qu'elles ont des contextes socio-professionnels très solides, puisque ce sont des personnes qui travaillent souvent dans les domaines de la communication, des arts, de l'événementiel, de la culture. Donc elles peuvent avoir elles sont catégorie cadres, mais elles n'ont pas forcément des situations économiques très très protégées. En revanche, elles ont des pratiques
qui s'inscrivent dans cette notion de cadre. Elles ont des habitudes de consommation qui sont des habitudes de consommation de personnes aisées. Elles sont très majoritairement fonctionnaires et elles ont des pratiques culturelles et de loisirs extrêmement développées et font preuve d'une culture générale et lettrée extrêmement pointue. En général, elles privilégient l'échelle locale pour tout ce qui est consommation et activité de la vie courante. C'est des personnes qui se déplacent beaucoup en vélo et en marche. Et elles se considèrent comme étant de gauche du point de vue de leurs opinions politiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont militantes, puisqu'en général, elles se distancient énormément du militantisme en disant que, voilà, qu'elles essayent de mettre en pratique leurs idées politiques dans leur quotidien. Donc cette homogénéité va s'expliquer par différentes raisons, je pourrais y revenir, notamment par la manière dont sont conçus les projets urbains, dans quelles instances et quel type de profil ça va toucher, mais aussi par le fait que une grande partie du recrutement des nouveaux jardiniers s'opère par la cooptation, c'est-à-dire que les gens vont recruter un de leurs amis, donc forcément ça invite à un renouvellement à l'identique du groupe. Donc pour ces fonctionnements-là, je pourrais y revenir puisque c'est le cœur de ma thèse, mais là je vais rentrer dans le vif du sujet de ma présentation qui est la mise en place de références communes à l'intérieur des groupes de jardinières qui vont souder et solidifier le groupe, et parmi ces références communes, l'alimentation et l'environnement. Alors en soi, l'alimentation ou l'environnement ne sont évidemment pas des thématiques excluantes, puisqu'on a des tas de groupes et de collectifs qui mettent en valeur ces thématiques sans pour autant être sélectifs socialement. Néanmoins, dans les jardins partagés, c'est le rapport à ces thématiques qui va charrier tout un tas de représentations sociales et qui va en faire des enjeux de positionnement et de normes sociales, conduisant à des groupes homogènes. Donc, comme je l'ai dit en introduction, les jardins partagés ne sont pas des lieux où on cultive beaucoup d'éléments alimentaires, contrairement aux jardins familiaux. Mais ce n'est pas pour autant que la question alimentaire est absente, au contraire, puisque on cultive énormément de petits produits, donc typiquement des tomates cerises, des framboises, tout un tas de petites choses qui peuvent être mangées au jardin. Le jardin est aussi souvent le support d'échange de nourriture, puisqu'on va avoir beaucoup de partenariats avec des AMAP, avec des distributions de paniers bio, mais aussi, de manière plus informelle, des échanges de produits entre les jardinières elles-mêmes, puisque ce sont des personnes qui ont très souvent des maisons de campagne avec des potagers, qui récoltent des produits par ailleurs et qui vont les ramener à leurs amis du jardin. Et au-delà de ça, la question alimentaire est extrêmement présente au travers de tout un tas de normes sur lesquelles je vais revenir, donc indépendamment du volume de produits produits. Donc le rapport à l'alimentation n'est évidemment pas neutre socialement, puisque, comme l'ont dit Corbeau et Poulain, on ne mange pas que des aliments, mais on mange aussi des symboles. Et ces symboles jouent un rôle extrêmement important dans les jardins partagés. Donc parmi ces références à l'alimentation, on va trouver les repas collectifs qui ont lieu de manière très très régulière dans ces jardins. Alors sachant que les repas collectifs, c'est une activité qui est fréquente dans le milieu associatif et aussi dans les jardins familiaux, mais de manière beaucoup moins soutenue. Puisque dans les jardins partagés, ça va être des repas collectifs qui ont lieu de manière hebdomadaire, donc souvent des goûters, mais parfois aussi des déjeuners qui vont avoir lieu véritablement tous les week-ends et qui vont finir par constituer un rituel de fonctionnement du groupe auquel il est indispensable d'être présent pour maintenir sa présence et son adhésion à l'intérieur du collectif. Donc le repas commun, ça constitue bien évidemment une situation de sociabilité qui est extrêmement bénéfique pour souder le groupe. Néanmoins, c'est un principe qui n'est pas toujours bien vécu par, en particulier, les personnes qui sont les moins à l'aise socialement et économiquement. Donc pendant mes enquêtes, on m'a souvent rapporté que le déjeuner du samedi midi pouvait être une source de stress qui allait être réfléchi à l'avance, être vraiment une source d'inquiétude pour certaines nouvelles jardinières qui n'arrivaient pas à s'intégrer dans le groupe. Alors pour donner un exemple un peu simple qui m'a souvent été présenté, les personnes qui font leurs courses le samedi après-midi, tout simplement le samedi matin, n'ont pas de produits frais dans leur réfrigérateur. Et étant donné le goût des jardinières pour tout ce qui est produits frais, le fait de devoir participer au repas collectif du samedi midi va du coup moduler leurs habitudes d'approvisionnement, puisqu'elles vont être obligées de faire des courses en plus le samedi matin ou carrément de déplacer leurs courses le samedi matin. Donc sachant que la variabilité des horaires de travail, c'est quelque chose qui est
fortement corrélé avec la précarité, on va avoir là un biais social, puisqu'on va se trouver face à des personnes qui ont besoin de faire leurs courses le samedi après-midi, parce que dans la semaine, elles commencent très tôt, elles finissent très tard, elles changent 3 fois de poste dans la journée, ce genre de situation, et qui vont se voir bousculer dans leur pratique, alors qu'à l'inverse, pour ce qui est des jardinières très intégrées, on est face à des personnes qui ont beaucoup plus de décontraction vis-à-vis de leurs horaires, parce qu'elles sont dans des professions intellectuelles, en général moins loin de chez elles, et qu'elles vont pouvoir faire leurs courses dans la semaine avec davantage de liberté pour choisir leurs horaires et être en dehors des moments d'affluence. Donc un exemple typiquement qui montre comment le repas collectif peut être mal vécu par les personnes d'origine populaire. S'ajoutant à cette question du rythme d'approvisionnement, on va trouver la question du type de commerce, puisqu'on sait que les manières d'acheter ces produits alimentaires sont extrêmement différenciées socialement, puisque pour les personnes des catégories les plus aisées, on va privilégier des petits commerces, d'autant plus dans des villes comme Paris où les petits commerces sont extrêmement présents, alors que les ménages à plus bas revenus vont privilégier des plus gros commerces où l'approvisionnement est plus large, et donc à la fois on a davantage de produits au même endroit, ce qui peut être pratique quand on n'a pas beaucoup de variabilité pour faire ses courses, et en même temps on a des prix plus abordables. Donc les commerces ne sont pas forcément les mêmes. Pour ce qui est de mes jardinières, ça se vérifie extrêmement bien, puisque ce sont des personnes qui hybrident jusqu'à 5 commerces dans la semaine pour faire leurs courses, qui vont chez le boucher, au marché bio, au marché traditionnel, chez le maraîcher, chez le fromager en général. Même parfois elles vont à la boutique pour acheter leur café. Donc elles ont vraiment une manière de s'approvisionner qui découpe l'alimentation en différents secteurs. Donc encore pour vous donner un exemple de fracture sociale à propos de cette question de l'alimentation, dans un jardin du 20e arrondissement, les jardinières ont organisé un repas du monde et ont demandé à une jeune femme d'origine sénégalaise et qui travaillait comme vendeuse dans une petite boutique de préparer un poulet avec une recette sénégalaise. Et la question du poulet est devenue extrêmement problématique, puisque cette jeune femme avait ses habitudes d'approvisionnement dans un supermarché du quartier qui s'approvisionne en produits d'importation et qui les vend à un prix relativement abordable, alors que les jardinières voulaient absolument un poulet bio qui viendrait de chez le boucher. Donc ça peut paraître anecdotique, mais ça a duré des semaines. Ça a été extrêmement compliqué, et finalement la jeune femme a accepté d'acheter le poulet chez le boucher, mais ça l'a mis dans une situation extrêmement compliquée, d'autant plus qu'elle a dû avancer l'argent du poulet avant d'être remboursée par l'association, ce qui lui a occasionné énormément de stress. Et après cette situation, elle est venue de moins en moins au jardin, et à la fin de mon enquête, elle n'était plus membre du jardin. Alors, sans dire que ça vient uniquement de cet épisode du poulet, mais malgré tout, dans cet épisode du poulet, on voit comment peuvent se cristalliser les rapports de classe à l'intérieur de la ville et à l'intérieur du jardin. Donc, d'une manière générale, les aliments qui sont ramenés par les jardinières sont toujours des aliments très particuliers, qui correspondent à un certain segment de consommation. Ce sont des produits qui sont frais, qui sont faits maison, qui sont très souvent végétariens et biologiques, et qui correspondent à une norme esthétique même, puisqu'ils vont être présentés dans des plats en verre, dans des plats en céramique, jamais dans du plastique. Je crois qu'en 2 ans d'enquête, j'ai jamais vu un élément en plastique dans un jardin, à part les pots de fleurs. Décoré avec de la corde, saupoudré avec des graines, voilà. Donc tous ces petits éléments qui vont constituer à la fin des formes de distinction sociale à travers l'alimentation, qui agissent de manière extrêmement puissante auprès des nouveaux membres. Enfin, les choix alimentaires des jardinières sont aussi empreints de référence à une certaine idée de la diététique, puisque la proportion de légumes et de fruits frais est extrêmement importante, contrairement aux gras et aux produits sucrés, à l'exception de ce qui est perçu comme les bons gras, donc par exemple les avocats, qui étaient très fréquents dans les jardins. On ne va pas trouver de chips, de charcuterie ou de soda, mais plutôt du poisson, du thé glacé maison, des graines. Et donc les choix alimentaires apparaissent guidés par des impératifs nutritionnels, et là encore par des impératifs extrêmement sélectifs socialement. Et cette particularité va se répercuter dans des discours extrêmement durs tenus par les jardinières à l'égard des personnes dont elles supposent qu'elles ne suivent pas les mêmes normes alimentaires. Et cette virulence s'exprime particulièrement à propos des enfants, puisqu'on l'a dit déjà ce matin, je crois, que les visites scolaires dans les jardins sont extrêmement fréquentes et vont amener à des rencontres entre les jardinières et enfants, et vont ramener à davantage de frottement social et de mixité sociale que d'habitude dans les jardins, puisque le public scolaire est beaucoup plus diversifié que le public de l'association.
Et au départ des enfants, on va avoir toujours des discours extrêmement durs sur ces enfants qui ne savent pas qu'une frite vient d'une pomme de terre, on se demande ce que leur apprennent leurs parents, ces jeunes qui sont mal éduqués, qui se gavent et qui n'ont jamais cueilli un fruit sur un arbre. Donc, tout un tas de discours de ce type-là qui vont faire reposer toutes ces caractéristiques sur la seule volonté éducative des parents et qui vont nier toute la dimension sociale de ces différents rapports à la nature, du fait d'avoir cultivé un jardin quand on était enfant ou pas. Et là encore, cette thématique va se répercuter sur le surpoids, puisque les jardinières sont toutes des femmes minces, voire très minces et très sportives, et qui vont à nouveau pointer la volonté individuelle des personnes en tenant énormément de discours sur le poids, et traduire en enjeux alimentaires et en enjeux de corpulence des jugements qui sont, pour le coup, des jugements de classe, puisque on sait très bien que plus un individu est diplômé et bien rémunéré, et plus il a de chances d'être mince. Donc, tous ces marqueurs alimentaires vont se retrouver aussi dans un rapport à la nature qui, là aussi, est extrêmement stigmatisant et est un des critères de sélection sociale des membres de jardins partagés. Donc, les jardins partagés sont décrits de manière unanime par les jardiniers et par les associatifs comme des lieux de retour à la nature. Mais il s'agit d'une nature qui est extrêmement socialement située et pas du tout neutre. Déjà, on a ce qu'on pourrait appeler un refus de la production, puisque les jardiniers vont être nombreux à souligner que le jardin n'est pas fait pour produire. Donc, à chaque fois qu'il y a une demande, à chaque fois que j'ai fait mes enquêtes auprès de personnes qui avaient voulu cultiver des légumes, on leur a répondu non, mais c'est pas fait pour ça. Quand bien même il y avait effectivement des légumes cultivés dans les jardins, ce sont des jardins qui ne sont pas faits pour ça. Alors, bien entendu, on a parlé ce matin de la surface et de la qualité des sols qui vont jouer dans le fait que la production alimentaire est limitée. Mais néanmoins, la manière dont ces demandes sont rejetées va être la marque d'un positionnement symbolique, puisque ça s'accompagne de tout un discours anti-économique. De toute façon, si on cultive, on est là pour partager, donc de toute façon, on ne va pas cultiver des choses pour soi. Donc quelque chose qui est extrêmement marquant pour des personnes qui ont en tête l'imaginaire des jardins ouvriers, et vont pouvoir se dire qu'ils vont cultiver quelque chose, et finalement, apparemment pas. Et ce type de discours fait écho à d'autres discours qu'on entend à l'opposé dans les jardins familiaux, par exemple à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, où on voit un retour des demandes économiques avec la crise économique, et des demandes véritablement alimentaires qui sont encouragées par les responsables de jardins. Donc ce positionnement de classe vis-à-vis de la production va se retrouver aussi dans les techniques de jardinage qui sont encouragées ou pas, puisque les jardinières vont mettre en place des techniques extrêmement innovantes et vont au contraire se distancier de tout ce qui relève des gestes traditionnels de la paysannerie. Mais par contre, ces gestes traditionnels de la paysannerie vont être muséifiés d'une certaine façon, puisque dans les jardins partagés, on assiste à une sorte d'hybridation entre la culture populaire et la culture bourgeoise, et entre le traditionnel et le contemporain. Donc par exemple, on va exposer des vieux outils rouillés à côté d'œuvres de land art, on va faire des expositions de photographie qui vont combiner des archives populaires et de l'art contemporain, on va réemployer des noms de faubourgs populaires pour nommer le jardin qui est investi par des gens qui ne sont pas du même milieu. Donc on a véritablement une hybridation des pratiques qui est là encore un enjeu de positionnement des classes moyennes, puisque c'est typique des pratiques artistiques et des pratiques de loisirs des classes moyennes, d'être à cette espèce de frontière et d'avoir un savoir-faire pour articuler éléments de la culture très légitime et éléments de la culture plus populaire. De la même manière, l'esthétique des jardins partagés, on en parlait ce matin, va beaucoup reposer sur une esthétique de la friche et de cette image de ce que serait une nature naturelle idéale, qui se distancie énormément des jardins populaires qui sont à la base plutôt géométriques, même si évidemment on peut nuancer ce propos. Enfin, les essences de plantes qui sont choisies dans les jardins partagés sont très majoritairement des plantes locales. En tout cas, c'est ce qui est encouragé. On a aussi souvent l'exigence de recourir à des graines biologiques. Et cette façon de faire va limiter une pratique qui était fréquente dans les jardins populaires, qui est le don de plantes. Le fait d'importer dans son jardin une plante qui vient de son pays d'origine, ou une plante qui est donnée par un ami, ou simplement une plante qui va permettre de faire une recette qu'on a l'habitude de faire. Le don va rester pratiqué dans les jardins partagés, mais il est extrêmement minimisé par rapport à ce qu'il pouvait être dans les jardins familiaux. Donc avec tous ces éléments, on s'éloigne de plus en plus d'un jardin populaire,
et on va encourager un jardin plutôt de classe moyenne. Et le rapport à l'environnement est un petit peu sur le même registre, puisque on sait que l'information quant aux pratiques environnementales est une information socialement située, comme l'ont montré de nombreuses recherches, mais on va aussi avoir une mobilisation de la part des jardinières de l'enjeu environnemental comme un argument de stigmatisation de certaines populations. Donc pour vous donner un exemple, dans un jardin qui était situé le long d'un bâtiment HLM, les jardinières disaient que les habitants voisins piétinaient les parcelles, laissaient des détritus devant le jardin, abîmaient les arbres quand ils bricolaient leur voiture dans le terrain d'à côté, abîmaient la couche d'ozone quand ils faisaient des barbecues. Donc on avait vraiment cette mobilisation d'un argument environnemental pour finalement critiquer le manque d'éducation de certaines populations qui sont proches géographiquement du jardin, mais distants socialement de ses membres. Et donc on en arrivait aussi à des discours parfois extrêmement durs, où ces personnes étaient qualifiées de prédateurs. Donc, prédateurs des têtards, prédateurs des légumes, prédateurs du jardin, qu'il fallait protéger. Donc on note dans ce genre de propos comment la thématique environnementale va véritablement aboutir à une forme d'idéologie néo-hygiéniste qui va permettre de repousser des populations en niant la dimension politique de cette mise à distance, puisque bien évidemment, le fait de ne pas fréquenter des personnes du même milieu social que soi, c'est une dimension politique. Donc la mise à l'écart des non-participants va s'opérer sur des critères individuels. On va leur reprocher leur manque de volonté, d'éducation ou de moralité, et par là rendre invisibles les enjeux de domination sociale qui jouent véritablement et qui amènent les groupes d'entre-soi dans les jardins partagés. Donc pour terminer, je vais citer l'économiste américaine Elizabeth Currid-Halkett, qui dit que la société juge ceux qui ne font pas les bons choix, ignorant que la plupart de ces décisions recouvertes d'un voile de moralité sont les résultats pratiques et réalistes d'une position socio-économique. Je vous remercie.